Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Aujourd'hui, on parle de minimalisme dans le monde du travail, un épisode que j'avais envie de faire depuis très longtemps et grâce à Gaëlle, mon invité du jour, c'est chose faite. Restez à l'écoute si vous voulez parler minimalisme, amélioration continue, 5S, Kaizen, motivation des équipes et plus encore. Comment appliquer les recettes du minimalisme au travail? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Merci d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Tu as l'honneur et le privilège d'être le premier invité homme que j'invite. Ah bah écoute, c'est une très bonne nouvelle, j'apprécie beaucoup. Attention, toutes les nanas avant, elles étaient top level. Bah écoute, je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Je vais commencer comme je fais d'habitude avec mes invités. Je vais commencer par une courte présentation, un peu une mise en contexte. Et puis tu pourras ensuite me corriger, me dire si j'ai dit des bêtises parce que ça m'arrive. Est-ce que ça te va? Allons-y, c'est parti. On y va. Alors, tu t'appelles Gaël, tu es papa de 2 jeunes enfants et tu habites pour le moment près de la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein. Et si je dis pour le moment, c'est parce que ces dernières années, tu as vécu en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en France. Tu travailles au sein d'un grand groupe dans le secteur de la construction et tu y occupes le rôle de Lean Manager. On verra dans un instant en quoi cela consiste. Mais en gros, ta spécialité au travail, c'est l'amélioration continue des processus. Et si tu es sur le podcast aujourd'hui, c'est parce qu'en écoutant le podcast, tu as trouver des liens entre l'approche minimaliste et ce que tu fais au travail, notamment la méthode des 5 S. Tu m'as donc contacté, on s'est dit qu'on pourrait se faire un épisode sur le minimalisme appliqué au travail pour que les gens qui utilisent ces pratiques au travail puissent, pourquoi pas, les adapter à la sphère familiale ou au contraire, pour que les minimalistes puissent se rendre compte qu'ils peuvent aussi appliquer ce qu'ils font à la maison pour être plus efficaces au travail. C'est tout pour l'introduction, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Non, c'est parfait Hélène. Au niveau de mon rôle, Lean Manager, je vais même rajouter Global Lean Manager parce que j'ai un rôle vraiment international aujourd'hui. Et tout à fait, voilà, ça va être intéressant de creuser cette piste, de voir les liens entre l'amélioration continue et du coup le Lean et puis la communauté minimaliste. Quand j'ai rentré dans le vif du sujet, je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition à toi du minimalisme et est-ce que tu te considères comme tel ? C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et c'est vrai que j'ai tout de suite connecté avec. Donc la définition que je me suis fait, c'est vraiment cette idée de vivre et d'être heureux avec le moins de ressources possible. Voilà, d'avoir une vie saine et heureuse sans avoir d'extravagance, tout en restant humble. Oui, et est-ce que toi tu te considères comme tel alors du coup ? Alors, je dirais que j'ai eu plusieurs évolutions par rapport à cet idéal. Et quand j'étais célibataire puis en couple, c'était beaucoup plus simple pour moi de tendre vers cet idéal minimaliste. Une fois qu'on a eu les enfants, on a un petit peu changé notre concept de vivre. Mais oui, je considère qu'on a quand même beaucoup de valeurs communes avec le monde du minimalisme. Bien, merci d'avoir posé tout ce contexte. Alors maintenant, on va parler du coup du contexte professionnel. Est-ce que tu peux un petit peu déjà résumer ton parcours rapidement ? Le but, c'est de savoir pourquoi tu t'es intéressé à ces questions-là de l'amélioration continue. En fait, j'ai cherché un métier qui allait bien avec ma personnalité et bien avec ce que j'étais naturellement. J'ai un père qui est très très organisé et une mère qui était assez concentrée sur l'anti-gaspillage. Et donc, c'est vraiment deux choses que j'ai un petit peu gardées, le fait d'être organisé et de ne pas gaspiller. Et donc, dans l'amélioration continue, c'est deux choses, dans le Lean, c'est deux choses qu'on retrouve majoritairement. Ce fait d'être organisé et d'éviter de gaspiller les ressources. Voilà. Donc ça m'allait très bien et je n'ai pas commencé ma carrière dans le Lean, mais c'est quelque chose que je faisais naturellement. Et puis quand j'ai découvert après qu'il y avait vraiment une science derrière, des techniques, je m'y suis intéressé et puis voilà, aujourd'hui c'est mon rôle à plein temps. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le Lean ? Alors... Lean, ça veut dire en anglais maigre, mince. C'est l'idée de ne pas avoir de surplus. Et ça pour moi, il y a un lien direct avec le minimalisme. Et l'objectif du Lean, c'est de créer de la valeur ajoutée ou de maximiser la valeur ajoutée pour le client avec le moins de ressources possible. Donc il y a des outils, franchement il y a au moins plus d'une centaine d'outils que je connais sur le Lean et il y en a certains qui sont vraiment qui sont portés plus sur quelque chose qui pourrait se rapporter à
à du minimalisme. D'accord. Et quand tu te dis que le but c'est d'essayer d'utiliser le moins de ressources possible, tu parles de quel type de ressources? On parle de toutes les ressources, donc le concept de ressources, c'est-à-dire ça peut être des ressources physiques, comme le matériel, les machines, les bureaux, l'espace, ou ça peut être des ressources plus abstraites comme le temps qu'on va utiliser, les notions de finances également. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin de mettre en place autour d'un projet ou d'un process pour lui faire atteindre un niveau d'excellence. Le Lean, c'est à la base quelque chose qui est japonais, comme le minimalisme. La plupart des outils qu'on utilise, ce sont des mots japonais, après qu'on a essayé de traduire en anglais du mieux qu'on pouvait, mais c'est vraiment la culture japonaise qui est à l'origine du Lean et à l'origine du minimalisme. Tu parles de japonais, moi le seul outil, on va dire, qui me vient à l'esprit, est-ce que tu l'utilises, c'est cette approche de Kaizen? Oui, tout à fait. Donc le Kaizen, c'est cette idée de faire des petites améliorations continues. C'est un des outils ou une des méthodologies du Lean dans lequel on va essayer justement de prendre une situation concrète et de voir comment on peut faire une petite amélioration, une petite étape qui va nous mener vers l'excellence ou entre guillemets vers l'optimisation parfaite, vers cet idéal. D'accord, un petit peu comme dans le désencombrement. On va peut-être commencer d'abord par un meuble, par un tiroir, par une pièce, par un coin de la pièce, avant de s'attaquer au reste, parce que si on regarde le problème dans sa globalité, on baisse les bras et on va pas y arriver, quoi. Exactement. On va essayer de casser le problème en plus petits morceaux euh, pour pouvoir avancer. J'ai une question du coup qui me vient. Je suppose que c'est un travail très collaboratif. Ça doit aussi t'arriver qu'il y ait des personnes au sein de ces équipes qui n'ont pas trop envie. Ça fait peur un peu aussi l'idée de se dire on va réduire les ressources, on va réduire le temps. Ça touche à notre peur de perdre notre emploi, de nous sentir inutiles. Et ça me fait un petit peu penser aux gens qui peuvent me contacter et qui me disent moi j'adorerais me lancer dans le minimalisme, mais mon conjoint ou ma conjointe, ils sont pas chauds patates. Comment tu fais toi pour embarquer les gens dans tes équipes sur cette démarche qui peut faire peur? Alors déjà, je voudrais totalement confirmer ce que tu viens de dire. Et c'est là une des premières problématiques qu'on peut rencontrer, hein. C'est-à-dire qu'on vient toucher un petit peu à l'ordre établi et donc ça crée forcément des peurs. Vraiment, ça vient du fait qu'on ne va pas comprendre ou connaître quelque chose. Nous, on a une approche qui est très pédagogique, dans le sens où on va venir expliquer, former avant de commencer, pour essayer justement de faire comprendre aux gens la méthode globale et qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre et quelles vont être les conséquences, plutôt que de se lancer tête baissée et d'essayer de tout révolutionner. Parce qu'en effet, c'est une résistance qu'on va retrouver. Il va y avoir toujours une partie des gens qui vont directement sauter dans le bateau, qui vont vouloir essayer, tester, apprendre, découvrir. Et puis on a une autre partie de la population qui va freiner et qui va pas être intéressée. Donc la grande idée, c'est comment convaincre ces gens-là. Et donc il y a plusieurs approches, mais une des approches, c'est commencer par de la pédagogie, de la formation, et puis après faire des petites étapes, de prouver par l'exemple et d'engager ces personnes dans un cycle de changement de psychologie, dans un cycle d'évolution en fait et de développement. Et ça, c'est ce qui fait que c'est ma passion aujourd'hui parce que ça touche le développement personnel. Je fais le pont avec le monde du minimalisme. Annoncer à ses enfants salut, maintenant on va devenir minimaliste, donc c'est fini, on arrête d'acheter des trucs dans les magasins. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc peut-être d'abord leur expliquer la démarche, pourquoi on a envie, qu'est-ce qu'on va y gagner. Exactement, parce que le but, c'est de faire participer les gens. En fait, plus les gens participent, plus ils vont pouvoir se sentir intégrés à la démarche, peu importe la démarche, là on parle de minimalisme, mais il faut y voir, chaque personne va avoir au fond une raison pour laquelle elle va être plus motivée ou une raison pour laquelle elle a un peu plus peur. Oui, est-ce que toi tu adresses, mais est-ce que tu adresses directement les peurs des gens ou t'es plutôt sur le positif, on vous montre où on va, ou est-ce que tu as ce temps d'écoute, d'écouter les peurs des gens ou pas? Oui, dans le monde de l'entreprise, moi je dirais c'est un must. On appelle ça l'écoute active. Donc ça, c'est vrai que je suis pas psychologue, mais on est obligé nous d'avoir un petit peu des techniques d'influence pour avancer dans notre démarche. Donc c'est une démarche qui est très humaine. On peut rien faire si on n'a pas l'accord des gens et si on n'a pas leur volonté. Parce qu'après, on va créer des problèmes de sabotage.
Très bien, merci pour cette petite grande parenthèse qui nous est bien utile. Alors, quand on a préparé l'épisode, on a regardé tous les deux un peu tous les outils, enfin pas tous les outils parce que tu as dit qu'il y en a plus d'une centaine, mais quelques-uns des outils que tu utilises dans cette amélioration des processus et tout ça. Et tu m'as parlé de la méthode ou de l'approche qui s'appelle le 5S et qui ressemble beaucoup à l'approche qu'on peut avoir quand on a envie de désencombrer sa maison. Est-ce que tu peux nous en parler? Encaisse, comme je disais tout à l'heure, c'est un des outils du Lean. Je crois vraiment que c'est un outil qui peut aider tout le monde, pas que dans le milieu professionnel, personnel. Et c'est là qu'on fait le lien avec le minimalisme, parce que c'est vraiment très très proche de notre démarche en tant que communauté minimalisme. Donc cet outil, il a 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle supprimer. En japonais, on dit sairi, mais supprimer. Le but, c'est de vraiment désencombrer, un petit peu enlever l'inutile. On disait qu'il faut utiliser le moins de ressources possible, se désencombrer physiquement, mais aussi mentalement. Voilà. Quand on a un environnement qui est plus clair, on a aussi un esprit qui est plus clair. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle situer, seiton, en japonais, et c'est une traduction qui tend vers le terme en français de ranger. Une fois qu'on a désencombré, on vient ranger ce qui reste. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle scintiller. Donc scintiller, c'est le fait de venir nettoyer. Donc, si je fais un parallèle avec le monde de la mécanique, on peut avoir rangé tous nos équipements, toutes nos pièces de voiture dans notre étagère, et enlever le superflu. Mais si toutes nos pièces sont pleines d'huile, pleines de graisse, voilà, c'est pas très agréable. Donc on vient nettoyer. Voilà, c'est aussi une des étapes importantes. Pareil chez nous. La quatrième étape, c'est standardiser. Et c'est ce qu'on appelle en japonais seketsu. Et donc, standardiser, c'est venir définir des règles standards qui vont nous permettre de dire, bon, ben, maintenant qu'on a rangé, et ben ça va devenir une règle implicite ou explicite de dire, les fourchettes, on en a 4, on va les mettre dans ce tiroir, et c'est la règle, on va toujours les mettre au même endroit. Voilà, de manière à ce qu'on puisse les attraper d'une manière la plus efficace possible. Donc encore une fois, c'est assez à retranscrire dans le monde du travail, mais imaginez dans une usine, si quelqu'un a besoin de percer avec une perceuse, il ne faut pas que la perceuse soit à 10 km du poste de travail. La dernière étape, et c'est l'étape la plus critique, et c'est l'étape où on voit qu'il y a le plus de difficultés pour la majorité des gens à effectuer. C'est l'étape du shitsuke qui veut dire suivre. Et donc là, pour nous, c'est cette idée de soutenir ou d'agir et d'améliorer dans le temps. C'est-à-dire que ça soit une démarche temporelle continue. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à ces 4 étapes, mais vraiment qu'on vienne et qu'on continue de se dire « Attendez, mais là, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet dans mon salon ?» Finalement, on a fait les 4S, et puis 3 mois plus tard, on se rend compte que non, en fait, il y a d'autres objets qu'on n'utilise plus, et on peut de nouveau continuer et améliorer notre méthode de 5S. Oui, donc cette étape-là, pour nous, ce serait en gros les tris réguliers, les tris saisonniers. Ce serait ces choses-là si on parle de minimalisme matériel, bien entendu. Cette dernière étape, ce serait ça. On voit tout de suite l'écho, hein, forcément. Alors, question pour toi. Moi, ça m'a fait penser aussi, pas que aux règles de rangement, mais aux routines. Dans le monde de l'organisation familiale, on te dit bien que voilà, tu as le désencombrement, tu as le rangement, mais tu as aussi cette notion de routine. Donc les routines journalières du matin, du soir, et les routines hebdomadaires, puis après tu as des routines saisonnières. C'est super intéressant que tu abordes ce sujet de routine, parce que justement, c'est un des cours que je donne en entreprise. On appelle ça les routines idéales. Et donc, c'est un cours que je donne qui est un cours de 2 heures, où justement, on vient ensemble en tant qu'équipe mettre en place des routines, les formaliser et trouver un accord entre toute l'équipe pour dire voilà, à partir de maintenant, ça ce sont nos routines en tant qu'équipe. Et puis on va mettre ça sur un agenda commun à l'équipe. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise. À la maison, nous aussi on utilise ça avec nos enfants, donc on appelle ça le tableau de la motivation, où on a nos routines pour notre fils. Donc on a sa routine du matin, avec toutes les étapes qu'il doit faire dans sa routine, puis sa routine du soir, avec toutes les étapes qu'il doit faire dans la routine du soir. Et c'est lui-même qui vient cocher en fait ces différentes tâches qu'il a effectuées. Et puis après, voilà, s'il les a pas effectuées ou s'il les a bien effectuées,
on va utiliser ce qu'on appelle le renforcement positif ou au contraire le renforcement négatif, voilà, qui permettent d'engager l'enfant dans cette démarche d'essayer de faire ses routines de manière autonome. Voilà, et j'imagine que ce tableau justement des routines a pour vocation de disparaître parce que ce sera tellement ancré en lui qu'au moment de se coucher, c'est les dents, pyjama, l'histoire au lit, en gros, qu'il n'y aurait plus besoin du tout de ce tableau en fait. Exactement. Alors, il y a deux manières possibles. Donc, nous, en effet, depuis que les routines ont été intégrées, on l'a fait disparaître. Mais en entreprise, et moi, avec les différentes équipes dans lesquelles je travaille, je déconseille de le faire disparaître. Au contraire, je conseille de le garder et de le faire évoluer. En entendant tout ça, on pourrait se dire, mais c'est un petit peu tristoun quand même tout ça. Où est-ce qu'elle est la place à la fantaisie? Ça rend pas les choses un peu tristes ces trucs-là? Oui, je l'entends souvent dans le monde du travail. On met souvent en opposition le standard, la standardisation et l'innovation. Et même, je l'entends avec la maison, des fois, avec Annabelle, ma femme, où des fois, on va avoir des discussions. Oui, bah, si c'est trop standardisé, ça fait un petit peu mécanique. Et on a l'impression que c'est des tâches qui s'enchaînent un peu comme des engrenages. Donc là, il faut faire attention parce que c'est vraiment pas le but de la démarche. Ce que j'ai remarqué dans ma manière un petit peu personnelle d'aborder ce sujet de standardisation, c'est qu'une fois que les choses sont standardisées, c'est qu'on y voit plus clair, que c'est plus simple. C'est à ce moment-là que mes idées et ma créativité va être maximisée. Si j'ai un esprit trop encombré par des tâches qui sont désorganisées, par une pluie de messages, de notifications, d'encombrement, là je vois que ça entame ma possibilité d'être créatif et d'être innovant. Ah ouais, et je pense que c'est un truc hein, qu'on reproche souvent au monde du minimalisme. On se dit, quand on n'est pas du tout dedans, hein, que c'est quelque chose d'assez froid, d'assez clinique, d'assez. Voilà, alors que pas du tout. Hein. Et je te rejoins là-dessus sur le fait que plus on a de contraintes, plus on est créatif. Quand on enlève les jouets des enfants, on se dit mince, ils auront moins de ressources, donc ils vont moins jouer. Alors que c'est le contraire, on leur donne moins de ressources, donc moins de jouets. Et du coup, ils doivent jouer avec ces jouets-là de manière beaucoup plus créative. Et au final, ils s'amusent mieux. Oui, parce que ça, c'est lié à la notion de focus et de choix. Quand on a trop de choix, on n'arrive pas à prendre de décision. Et nous, à la maison, on a un système qui est parfait que Annabelle a mis en place, c'est la rotation des jouets. Et donc, dans cette idée-là de mettre, en fait, on a une série de jouets qui sont adaptés à l'âge, mais on va pas tous les proposer en même temps. On fait vraiment une rotation des jouets et on voit que nos enfants jouent plus avec leurs jouets que s'ils avaient tous les jouets devant eux. Et puis ce que j'aime bien aussi dans les contraintes, c'est que c'est assez viscéral, c'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé hein, dans le monde du travail, des fois en fait il y a des contraintes qui nous paraissent tellement injustes et tellement contre-productives que ça allume un petit feu en nous et c'est là, je pense, où on arrive aussi à faire non. Ça, c'est pas une bonne idée. Ça va pas marcher. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le truc. Des fois, moi, j'avance beaucoup à la rébellion. Ça, c'est la brèche et c'est là où justement on peut s'engager dans une démarche d'amélioration continue, faire du Kaizen. Et parce que là, justement, on a trouvé la motivation de la personne, de se dire, bah, la personne, elle a vraiment envie de faire changer les choses parce que là, c'est pénible. En fait, le but du Lean, c'est aussi de simplifier les choses pour les personnes qui viennent travailler. Moi, j'ai envie que mes collègues au travers du monde, quand ils rentrent chez eux, ils se disent, bah, j'ai passé une bonne journée. On arrive à la fin de l'épisode. Il y a tellement de trucs. Enfin, toi et moi, on est assez passionnés du sujet. Donc, parce que pour la petite histoire, enfin, toi, tu le sais, mais pour les auditeurs, moi, je viens du milieu de la qualité et de l'amélioration continue, professionnellement. Donc, forcément, ça me parle. Je pense qu'on pourrait parler aussi liberté et contrainte pendant un moment, toi et moi. Je pense que ça, c'est un sujet passionnant. On va peut-être faire ça un jour. Pour finir cet épisode, parce que tu as donné énormément de choses, et bien sûr, je récapitulerai tout dans la fiche méthode qui accompagne l'épisode, et notamment cette approche des 5 S. Quel conseil, toi, tu donnerais aux minimalistes qui nous écoutent, qui sont minimalistes chez eux, parce que c'est simple, ils maîtrisent leur environnement, mais qui voudraient justement appliquer ces choses-là au monde du travail, quel que soit le niveau qu'on a en entreprise, comment on peut essayer d'appliquer ces principes pour rendre notre travail un peu plus sympa, digeste et se concentrer sur les choses qu'on aime faire. Justement, c'est un très beau point que tu abordes. Et la démarche Lean, ça commence toujours par les personnes qui exécutent les tâches dans les différentes équipes. Donc, ça commence toujours par la personne qui est devant l'écran et qui va devoir améliorer sa propre condition de travail. Moi, par rapport à ça, je dirais que justement, vous êtes en fait responsable
de prendre les initiatives pour améliorer votre poste de travail. Et si vous le faites, il n'y a personne qui va vous en empêcher. Alors, il faut trouver le temps, il faut trouver l'organisation, mais si vous êtes dans cette démarche-là, ça aura toujours un impact positif sur votre développement, sur votre efficacité, et tout ça, ça va créer un effet boule de neige, vraiment de cercle vertueux. Trois étapes que je pourrais vous conseiller. La première, c'est on a un outil dans Lean qui s'appelle le visual management, le management visuel, et donc vraiment, c'est d'avoir de la clarté. Et si vous avez votre bureau, si vous avez des dossiers, organisez tout ça de la même manière que vous organisez votre maison d'une manière minimaliste. Et vous verrez que le fait de désencombrer aussi votre espace de travail, ça va vous aider et vous rendre l'environnement plus agréable. Le premier point, c'était le bureau. Le deuxième point, c'est l'ordinateur. Vous pouvez de la même manière appliquer ce que vous savez faire en minimalisme pour vos dossiers dans l'ordinateur. Et la troisième étape, c'est la boîte mail. Organisez votre boîte mail d'une manière logique et ça doit être une manière personnelle qui vous convient à vous, parce que chaque personne est unique. Donc chaque personne peut créer son propre standard et peut créer son standard d'une manière créative et innovante. Donc voilà, ça c'est les trois étapes un petit peu dans ce qu'on appelle le management visuel. Votre bureau, votre environnement, votre ordinateur, votre boîte mail. La deuxième étape que je vous conseillerais, c'est de faire un point sur toutes les tâches que vous faites. Est-ce qu'elles ajoutent vraiment de la valeur au client ou à l'équipe? Est-ce que c'est des tâches qui sont très compliquées, que je pourrais essayer de simplifier? Est-ce que c'est des tâches qui sont complètement inutiles? Peut-être que je crée un rapport qui n'est lu par personne ou que j'envoie un email qui n'est lu par personne. Et donc, est-ce que vraiment je suis obligé d'envoyer cet email ou est-ce que je peux juste supprimer cette tâche? Et puis, une autre solution qui serait, est-ce que j'ai pas un collègue qui serait plus intéressé à faire cette tâche que moi et qui trouverait un intérêt plus important que moi et on pourrait faire un échange de tâches? Et nous, on voit des fois des échanges de tâches entre collègues où une personne va bénéficier de faire une tâche plus qu'une autre parce qu'elle a quelque chose à y gagner, peut-être quelque chose à apprendre ou peut-être une visibilité, etc. Donc c'est une piste à explorer. Ça, c'est la deuxième étape, grosse étape que je vous dirais une fois que vous avez vraiment atteint cette clarté visuelle, de réfléchir sur vos différentes tâches. La dernière étape qui est un petit peu le niveau au-delà, c'est d'essayer de créer un petit peu cette routine idéale, avec différentes étapes dans la journée, où on se dit, le matin, je vais peut-être plutôt faire des tâches créatives ou des tâches qui demandent de la réflexion. Et puis l'après-midi, je suis un peu plus fatigué, je vais plutôt faire des tâches qui sont répétitives. Essayer d'organiser son emploi du temps par rapport à sa propre personnalité et créer son standard par rapport à sa personnalité. Chacun peut créer sa routine idéale et ça va vous permettre de dégager un temps entre ces trois étapes, un temps fou. Et avec ce temps, vous pouvez justement vous lancer dans une démarche d'amélioration continue et de Kaizen. Et c'est là où les idées commencent aussi un petit peu à fleurir. Merci Gaëlle pour ces bons conseils. Merci pour ton partage. Si les gens ont envie de voir un petit peu ce que tu fais et de suivre un petit peu ton parcours, on peut te retrouver sur LinkedIn, c'est ça? Tout à fait, sur LinkedIn, c'est la meilleure manière de me contacter. Donc avec plaisir. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous êtes intéressé par l'amélioration continue ou par mon entreprise, n'hésitez pas. Et voilà. Donc je te remercie aussi Hélène, franchement ça a été une discussion très agréable et je suis content d'en avoir appris plus sur le monde minimalisme et d'avoir pu partager également les différents ponts que je vois entre le Lean et le monde du minimalisme. Eh bien merci à toi, ça faisait longtemps que je voulais amener le minimalisme sur le monde du travail et tu m'as amené ça sur un plateau d'argent. Merci beaucoup Gaëlle et puis peut-être à une prochaine fois sur le podcast. Avec plaisir, merci à toi, au revoir. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode que j'ai adoré préparer et enregistrer. Pour retrouver Gaëlle, c'est en bio. Vous retrouverez aussi la fiche méthode. Merci encore à vous pour vos partages, vos commentaires et vos dons sur la plateforme participative Ko-fi. Sans tout votre soutien, je n'aurais clairement pas la force de fournir tout ce travail, alors merci à vous. Un simple partage d'épisodes via WhatsApp booste vraiment les écoutes, surtout si vous les faites depuis Spotify. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.